La séance est ouverte. Mes chers collègues, avant de commencer à prendre la série des questions, je voudrais vous adresser quelques mots. Les questions au gouvernement sont un moment important de la vie parlementaire. Au-delà, parce qu'elles sont retransmises en direct par une chaîne de télévision nationale et sont regardées par nombre de nos concitoyens, elles jouent un rôle essentiel pour l'image que ceux-ci se font de leurs représentants. Je reçois d'ailleurs de très nombreux courriers de nos compatriotes qui déplorent l'ambiance générale de nos séances. J'ai souvent eu l'occasion de regretter que la passion légitime qui sous-tend nos échanges laisse trop souvent la place aux cris, aux provocations et aux invectives. Je pense que ce type de comportement est préjudiciable à la dignité de nos débats et contribue à alimenter les attaques contre la démocratie représentative qui est notre bien commun. Le principal groupe d'opposition a décidé du boycott de cette séance. Sans porter de jugement sur le choix qu'il a fait, je déplore cette situation et forme le vœu qu'à la reprise de nos travaux, après les élections municipales, nous puissions siéger dans un climat plus apaisé. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Je prendrai donc la deuxième question, qui est celle de M. Yves Goasdoué. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. Les prévisions macroéconomiques sur la croissance et les déficits publics ont été publiées hier par la Commission européenne. Ces prévisions confirment la reprise économique. La France est en train, peu à peu, de sortir de la crise grâce à la politique économique équilibrée que nous conduisons avec détermination, constance et, je le crois, un certain courage. Cette politique conjugue sérieux budgétaire et ambition sur le front socio-économique. L'indispensable sérieux budgétaire permet à la France de ne pas sombrer dans la spirale de l'endettement dans laquelle elle avait été engagée sous le quinquennat précédent. L'ambition économique, c'est le redressement de la production française, c'est la réforme fiscale, c'est la construction d'une croissance durable. L'ambition sociale, c'est la création de nouveaux droits, le compte personnel de formation, la prise en compte de la pénibilité dans l'accès à la retraite, la généralisation de la complémentaire santé. Mes chers collègues, avec 1% de croissance en 2014, 1,7 en 2015, nous devrions être en mesure de faire durablement baisser le chômage. Monsieur le ministre, la Commission fait des prévisions. Le gouvernement, lui, est dans l'action. Il obtient des résultats. Il en obtiendra demain lorsque les fondamentaux économiques et financiers auront été redressés de bien meilleurs encore. Pouvez-vous nous dire quel regard doit être porté sur les annonces d'hier? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Goasdoué, mon regard, il est le même que le vôtre. Il est celui d'un ministre de l'Économie et des Finances qui revient du G20 à Sydney, où l'ensemble des ministres de l'Économie et des Finances de la planète, des grands pays industrialisés, ont dit que désormais, l'objectif des politiques économiques ne devait plus être l'austérité, même s'il faut être sérieux dans la gestion budgétaire, mais pouvait être et devait être la croissance. Et ce que je vois, c'est qu'en effet, la croissance mondiale devrait être plus élevée en 2014 qu'en 2013, à 3,6%. Je vois que la reprise est là dans la zone euro, qui sort de la récession. Elle devrait connaître une croissance supérieure ou égale à 1 point, alors qu'elle a baissé et en 2012 et en 2013. Et je vois que la France, elle aussi, a repris sa marche en avant avec, vous avez cité les chiffres, 1% en 2014 et 1,7% en 2015. Est-ce que c'est satisfaisant? Non, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, il faut aller plus vite, il faut aller plus fort. Et j'ai la conviction que nous avons un potentiel de croissance qui est encore supérieur. Et c'est le sens du pacte de responsabilité qui a été lancé par le président de la République le 14 janvier, de créer les conditions pour qu'en France, on puisse investir davantage
tout en protégeant le pouvoir d'achat. C'est le sens de la politique économique du gouvernement. En même temps, c'est vrai que la Commission européenne porte un jugement un peu plus serré sur nos finances publiques. À cet égard, ce que je veux dire, c'est que d'abord, nous réduisons les déficits qu'on nous a laissés et que cela se fait année après année. Je veux dire aussi que nous tenons la dépense publique et que c'est absolument fondamental. Nous aurons pour le reste un débat avec la Commission européenne sur la façon dont la France peut à la fois consolider ses finances publiques, remplir ses obligations budgétaires et surtout, continuer à aller de l'avant sur la croissance et sur l'emploi, ce qui est le cap de la politique définie par le président de la République et menée par le gouvernement sous l'égide du Premier ministre. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Alain Bocquet. Oui, Monsieur le Premier ministre, notre industrie ferroviaire nationale, c'est 30 000 emplois. 6 000 dans le Valenciennois avec les constructeurs Alstom et Bombardier, des PME, un centre d'essai, des atouts considérables à l'heure où les marchés de matériel ferroviaire se développent, plus 7% en Europe, plus 9% dans le monde. Pourtant, de fortes interrogations portent sur la visibilité du secteur. En 2009, la SNCF a signé avec Alstom un contrat pour l'achat de 1000 trains régionaux et avec Bombardier pour 800 trains. 5 ans après, ces contrats n'ont produit que 216 et 159 trains. Et lorsque l'État remplace ces trains corail, il annonce un nouvel appel d'offres, alors que la mise en concurrence a déjà eu lieu en 2009 et que les contrats actuels permettraient de répondre aux besoins. Organisés pour des niveaux de commande bien supérieurs, les entreprises et leurs salariés ont besoin de certitudes. Pourquoi alors fragiliser ainsi l'existant ? Deuxième exemple, le renouvellement des RER de niveau en Île-de-France. Là aussi, la SNCF relance une consultation. Alstom et Bombardier ont décidé de répondre ensemble et de faire valoir leurs références. Allez-vous leur faire confiance et soutenir la filière ou laisserez-vous entrer de nouveaux acteurs étrangers? Voilà l'enjeu. Quelle suite allez-vous donner, Monsieur le Ministre, pour conforter nos entreprises ferroviaires françaises et l'emploi chez nous, ici, en France? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, cher Alain Bocquet. Merci pour cette question qui est véritablement une question d'actualité puisque, en effet, ce soir, au ministère des Transports, je réunirai avec Arnaud Montebourg le comité stratégique de la filière ferroviaire et nous ferons le point sur les différentes mesures qui ont été prises. C'était à Valenciennes, c'était il y a un peu plus d'un an, le 11 janvier 2013, dans le cadre du soutien à la filière ferroviaire Fer de France. Vous parlez de visibilité, vous parlez d'emploi, vous parlez de commandes publiques. Où en sommes-nous de ces engagements? Nous avions annoncé l'éligibilité du renouvellement du matériel roulant des TER à l'enveloppe de 20 milliards de fonds d'épargne. Cet engagement a été tenu. Nous avions annoncé la première tranche de 400 millions de renouvellement des intercités des corail qui, depuis les années 80 du siècle dernier, n'avaient pas été renouvelés. Là encore, c'est une commande à Alstom, cela a été engagé. Nous avons lancé le 3e appel à projets des transports en commun en site propre. 120 projets sont en retour des collectivités. Une commande de 40 rames TGV à Alstom également, cet engagement a été tenu. L'appel à projets permettant de bénéficier du programme d'investissement d'avenir qui a été rechargé à hauteur de 12 milliards. Là encore, cet engagement pour le ferroviaire est tenu, ainsi qu'un certain nombre de mesures pour une plus grande visibilité à l'extérieur et dans le cadre de l'international pour notre filière ferroviaire. Je ne parlerai pas de la relance du fret, même si nous avons réuni à 2 reprises une conférence de fret, de relance de fret, et les premiers signes sont en train d'être perçus puisque la relance du fret gagne des parts de marché. C'est encore trop timide. Et pour ce qui est de l'Île-de-France, le STIF a lancé un plan de modernisation du matériel et je vous confirme qu'à ce titre, ce sont 172 rames de francilien Bombardier, donc production française, ainsi que 43 nouveaux trains franciliens et 48 régiaux de Zen. Vous parlez donc de visibilité. Le gouvernement est au rendez-vous des engagements qu'il a pris pour conforter la filière ferroviaire et l'emploi français. Merci. La parole est à Madame Dominique Orliac. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre de la Santé, l'alcoolisme touche 1,5 à 2 millions de personnes en France, induit 49 000 morts chaque année. Les centres d'addictologie prennent en charge 150 000 personnes, dont seule la moitié sont concernées par l'addiction à l'alcool.
Au total, moins de 10% des malades bénéficient d'un traitement chaque année en France. Dans ce contexte, on comprend pourquoi la question de la prise en charge de la dépendance à l'alcool est un enjeu de santé publique essentiel. Après avoir admis l'efficacité du baclofène, qui est encore en expérimentation dans le traitement de l'alcoolisme, médicament prescrit hors AMM à des milliers de patients par des médecins généralistes, une recommandation temporaire d'utilisation doit être délivrée prochainement. Ce médicament, dont la prescription sera alors limitée aux seuls spécialistes, devrait en fait bénéficier d'une extension d'AMM afin que le traitement en cours de milliers de patients ne soit pas suspendu. D'autre part, le nalmafène, médicament indiqué dans l'aide au sevrage alcoolique, ayant une AMM européenne bientôt commercialisée en France et dont la prescription était initialement réservée aux addictologues, pourrait maintenant être prescrit par le médecin généraliste, mais sans que son patient soit remboursé par l'assurance maladie. Seules les prescriptions des spécialistes pourraient donner droit à remboursement. La commission de transparence a argumenté que l'accompagnement psychosocial ne serait pas réalisable par le généraliste, qui pourtant, je vous l'assure, et vous le savez, assure pour d'autres médicaments de la dépendance alcoolique cet accompagnement psychosocial. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous demande de clarifier votre position. Comment pourriez-vous soustraire de la solidarité nationale le remboursement d'un traitement prescrit par un généraliste, pivot de la santé publique, alors que ce traitement présente un intérêt essentiel pour lutter contre l'alcoolisme? Lutter contre l'alcoolisme, c'est miser sur la prévention des violences intrafamiliales, des violences routières, de cancers, de maladies neurologiques, digestives, dont le coût humain et financier est considérable. Je vous remercie. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dominique Orliac. Vous avez raison de souligner l'enjeu de santé publique majeur que représente l'alcoolisme. Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit. Plus de 8 millions de personnes concernées dans notre pays, près de 50 000 personnes qui directement ou indirectement en meurent chaque année. Et nous devons rappeler que la consommation d'alcool chez les jeunes est un véritable fléau. Et je profite de votre question pour réaffirmer ma détermination à lutter contre ces phénomènes et notamment celui qui est apparu sur Internet avec ce que l'on appelle la NEC-nomination. Vous m'interrogez plus particulièrement sur le nalméphène, qu'on appelle aussi le Celincro, qui a obtenu une autorisation de mise sur le marché européenne en février 2013. Ce médicament peut être prescrit dans le cadre d'une réduction de la consommation d'alcool à risque élevé en association avec un suivi psychosocial continu. La Haute Autorité de Santé a évalué cette spécialité et la négociation sur le prix du remboursement du médicament va être engagée. Je veux vous dire que ce médicament sera remboursé. À l'issue de la procédure de fixation de prix, je donnerai la possibilité à tous les médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, de prescrire avec remboursement ce médicament, compte tenu des enjeux majeurs que représente la prise en charge de l'alcoolisme en France. Cela d'ailleurs correspond à ma volonté exprimée dans le cadre de la stratégie nationale de santé de faire des médecins de premier recours, en particulier des généralistes, le pivot de notre système de santé. Vous le voyez, Madame la députée, le gouvernement est déterminé à tout mettre en œuvre pour faire reculer le fléau de l'alcoolisme dans notre pays. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Eva Sas. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi. Monsieur le Ministre, la Commission européenne a annoncé hier ses prévisions économiques pour la France d'ici à 2015. Et les perspectives en matière d'emploi sont particulièrement inquiétantes puisqu'on nous prédit une stabilisation du chômage à 11% en 2014 et 2015. Depuis 2011, la France a réduit de près de 5 points son déficit structurel. Un effort exceptionnel qui, au dire de la Commission elle-même, a coûté 3 points de chômage à la France. Face à la résignation qui gagne aujourd'hui nombre de nos concitoyens, n'est-il pas temps de donner priorité à l'emploi sur la réduction des déficits? N'est-il pas temps, en particulier, de lancer un plan d'investissement ambitieux dans les économies d'énergie, les énergies renouvelables et les transports collectifs qui, nous le savons, recèlent un potentiel majeur en emploi? L'OFCE et l'ADEME ont en effet montré que la transition énergétique pouvait générer 330 000 créations d'emplois d'ici à 2030. N'est-il pas temps de dépasser une conception de la modernité qui est celle des années 70, avec ses mines, ses aéroports et son plan autoroutier, pour nous tourner enfin vers l'économie de l'avenir?
L'économie de l'avenir, c'est celle des transports collectifs. Et vous le savez, un déplacement en transport en commun, c'est 2 fois plus d'emplois que s'il est effectué en voiture. L'économie de l'avenir, ce sont les énergies renouvelables. Et vous le savez aussi, pour produire 1 mégawatt, il faut 9 emplois dans le solaire, 3,3 emplois dans l'éolien et 1 seul dans le nucléaire. L'économie de l'avenir, c'est enfin celle des économies d'énergie qui, à elles seules, peuvent générer jusqu'à 70 000 emplois d'ici à 2030. Monsieur le ministre, vous avez mis en œuvre avec succès une politique d'emploi d'avenir ciblée courageusement sur les jeunes les moins diplômés, qui a permis de créer plus de 85 000 emplois. Mais au-delà de cette première étape, ne pensez-vous pas qu'il faut désormais donner priorité à l'emploi et relancer un plan d'investissement public ambitieux, ciblé sur la transition écologique? Merci. Merci Madame Sas. La parole est à Monsieur Michel Sapin, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président pour cette complétude. Madame la députée Eva Sas, merci pour cette question et je voudrais commencer ma réponse par là où vous avez commencé. Les prévisions de la Commission européenne, le ministre de l'économie et des finances a fait le commentaire sur la croissance. Mais sur les perspectives d'emploi, vous avez raison de souligner que la Commission prévoit une stabilisation du chômage. L'année dernière, elle prévoyait une hausse du chômage pour 2014. Elle prévoit maintenant une stabilisation. Elle a pris en compte quoi? La réalité de l'action gouvernementale. Et nous, ce que nous voulons, c'est la baisse et c'est l'action continue qui va nous permettre d'aboutir à la diminution du nombre des chômeurs. En nous appuyant sur les deux grandes manettes. La manette des politiques de l'emploi. Vous avez salué la réussite des emplois d'avenir. Oui, c'est une belle réussite. Les contrats de génération, contrairement à ce qu'on peut entendre, sont en train de marcher. Les contrats aidés, nous les avons réorientés vers ceux qui aujourd'hui sont le plus en difficulté sur le marché du travail. C'est ceux qui sont les plus âgés, plus de 50 ans, et qui sont depuis le plus longtemps au chômage, le chômage de longue durée. Et puis la deuxième manette, c'est celle de l'activité économique, la création d'emplois dans le tissu économique. Et oui, Madame la députée, vous avez raison, il y a un certain nombre de secteurs qu'il convient de développer parce qu'ils sont au fond plus riches en emplois. J'entends beaucoup de gens qui nous disent qu'il faut 2% de croissance pour créer des emplois. Mais ça, c'était il y a 20 ans. J'en entends qui me disent qu'il faut 1,5% de croissance pour créer des emplois. Mais ça, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, peut-être qu'avec 1%, 1,5%, on peut créer beaucoup plus d'emplois que précédemment si on met en place des filières. Et c'est ce que fait le ministre du redressement productif avec ses 32 ou 34 nouveaux pôles de développement, parmi lesquels il y a évidemment ces emplois en termes de développement écologique, de transition écologique et de transition énergétique, qui sont évidemment des secteurs extrêmement porteurs d'emplois, qu'il s'agisse d'investissement, qu'il s'agisse d'innovation ou de formation professionnelle. C'est là qu'il faut mettre le paquet pour lutter contre le chômage. Merci Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Yannick Favennec. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais avant toute chose, au nom du groupe UDI, dire que je condamne les propos du ministre de l'Intérieur hier à l'égard de l'un de nos collègues. Les attaques personnelles n'ont pas leur place dans notre hémicycle. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. Alors que se déroule à la porte de Versailles la plus belle vitrine de la ferme France, nos éleveurs continuent d'être inquiets pour leur avenir. Ils ont malheureusement des raisons de l'être. Je pense à la nouvelle PAC qui devait répartir de manière plus équitable les aides européennes entre les céréaliers et les éleveurs pour mieux soutenir les productions animales. Résultat, seul l'élevage extensif est concerné. Conséquence, pour un département comme la Mayenne, vers 22,5 millions d'euros de pertes pour nos éleveurs chaque année. Je pense aussi aux producteurs de lait qui rencontrent de sérieuses difficultés dans la contractualisation et qui réclament les outils leur permettant de faire respecter les contrats passés avec les industriels. Je pense enfin aux normes et aux charges toujours plus nombreuses et qui sont autant de freins et de découragements pour celles et ceux qui sont pourtant des générateurs d'emplois et les garants de notre indépendance alimentaire. Alors, Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes et précises comptez-vous prendre pour que les éleveurs de viande bovine en système intensif, notamment ceux des régions au nord de la Loire, ne soient pas les grands perdants de la nouvelle PAC? Pour que nos producteurs de lait récupèrent davantage de valeur ajoutée par le biais d'une contractualisation plus équilibrée des relations avec leurs entreprises laitières. Enfin, quelles mesures pour un véritable choc de simplification? Je vous remercie. Merci Monsieur Favennec. La parole est à Monsieur Guillaume Garot, ministre chargé de l'agroalimentaire. Monsieur le député Favennec, je voudrais vous rappeler l'ambition qui est celle du gouvernement pour nos agriculteurs.
c'est une politique pour plus de justice, mais aussi plus d'efficacité. Alors, nous avons fait le choix de la justice, en particulier s'agissant de la réforme de la politique agricole commune, en réorientant une partie des aides au bénéfice de nos éleveurs. Et à l'horizon 2019, c'est 1 milliard d'euros qui seront réaffectés au profit des éleveurs dont nous connaissons bien les difficultés, mais aussi les attentes. Nous les rencontrons tous les jours de l'année et en particulier, bien sûr, au moment de ce salon de l'agriculture. Mais il faut aller plus loin, en effet, et faire en sorte que chacun puisse tirer un vrai revenu, un revenu digne, un revenu décent de son travail. Et c'est tout l'enjeu, en particulier, des négociations qui concernent le prix du lait. En ce moment, vous savez que les négociations ne sont pas forcément faciles. Eh bien, nous attendons qu'elles puissent se conclure dans les meilleurs délais, avec pour base le prix qui a été payé aux producteurs en 2013, en souhaitant qu'il soit évidemment meilleur. Mais là, il faut un accord entre les producteurs, les transformateurs et la grande distribution. Et c'est ça l'enjeu, et c'est ça l'avenir. Imaginez un contrat à 3 dans le cadre de cette économie désormais contractuelle. Et puis enfin, il y a la question de la simplification, parce que là, il y a des marges de progression. Et ce gouvernement, notre gouvernement, a pris le taureau par les cornes, pour reprendre une métaphore agricole durant ce salon. Et vous avez vu que nous avons déjà posé des actes, en particulier pour la production porcine, pour concilier la performance écologique et la performance économique. C'est ça qui restera et qui fera de notre pays un grand pays agricole et agroalimentaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Gérard Terrier. Monsieur le Président, mes chers collègues, à mes collègues de l'IDI, je voudrais leur dire qu'il faut savoir raison garder. C'est ainsi que j'apporte tout mon soutien au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, la semaine dernière, d'importantes avancées ont été enregistrées sur le front de la régulation financière internationale. À l'occasion du dernier Conseil des ministres franco-allemand, nos deux pays ont affiché une position commune qui devrait permettre d'acter définitivement la création d'une coopération renforcée, créant une taxe sur les transactions financières. Notre combat pour une taxe de type Tobin sera bientôt une réalité. À l'occasion du G20, qui s'est rassemblé le week-end dernier à Sydney, les principales économies de la planète ont pris la décision de considérablement durcir la lutte contre l'optimisation fiscale. À ce propos, le groupe SRC, qui avait présenté plusieurs amendements à la loi de finances pour mettre en évidence les pratiques pernicieuses de plusieurs multinationales, salue une décision qui va mieux protéger les intérêts des peuples de la planète. Monsieur le ministre, dans la droite ligne du discours du Bourget, le gouvernement de la France, depuis l'élection de François Hollande, œuvre sans relâche pour faire avancer ce grand chantier de la régulation financière internationale. Des dispositions ont d'ores et déjà été adoptées. Vote d'une loi bancaire limitant les activités spéculatives, introduction par anticipation d'une taxe sur les transactions financières, alignement de la fiscalité du capital sur la fiscalité du travail. Monsieur le ministre, de retour de Sydney, pouvez-vous nous dire quels résultats peuvent être attendus des avancées significatives de la semaine dernière? Merci. La parole est à Monsieur Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le député Gérard Terrier, en effet, j'ai déjà parlé des résultats de Sydney sur la croissance, mais il y a eu des avancées aussi sur la lutte pour la régulation financière qui, vous le savez, est un cheval de bataille en effet très fort de la part du gouvernement. Il y a d'abord eu le fait que le G20 a entériné un nouveau standard d'échange automatique d'informations dans le secteur bancaire et c'est une avancée que nous avons souhaitée, que nous avons défendue, à tel point que j'ai invité mes homologues de ce qu'on appelle le G5, c'est-à-dire les 5 grands pays européens, la France évidemment, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne, à une conférence fiscale sur ce thème-là, avec la perspective de signer entre nous ce qu'on appelle un FATCA européen pour utiliser le vocabulaire des accords qui existent déjà avec les États-Unis. Deuxièmement, le G20 a marqué son soutien renouvelé à ce qu'on appelle l'initiative BEPS,
c'est-à-dire la lutte contre l'érosion des bases fiscales, en prenant en compte ce qui était très important à nos yeux dans le cadre d'une économie de plus en plus mondialisée, les spécificités de l'économie numérique, avec un principe qui doit être recherché, c'est la prise en compte des territoires. Enfin, nous avons aussi montré notre détermination à nous mobiliser contre certaines pratiques de juridiction non coopérative en matière non seulement d'échange automatique de données, mais d'échange à la demande. 14 pays dans cette situation. Vous avez mentionné dans votre question la taxe sur les transactions financières européennes. Les choses avancent, nous y travaillons. Et il est vrai que dans la dernière réunion du Conseil des ministres franco-allemands, ont été prises 2 décisions. D'abord de militer pour une taxe très sérieuse, consistante, qui inclut tous les dérivés, et ensuite de parvenir à une proposition des pays de la coopération renforcée avant les élections européennes. Vous le voyez, la régulation financière, ce n'est pas un combat d'un jour, c'est un combat dans la durée qui exige de la constance et de la mobilisation. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Hervé Féron. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Madame la Ministre, récemment, le MEDEF a purement et simplement proposé la suppression du régime d'indemnisation chômage des intermittents du spectacle, jugeant ce dernier trop coûteux. Vous avez, Madame la Ministre, à bon escient réaffirmé votre attachement à ce régime spécial des intermittents du spectacle, car il est nécessaire à notre pays. Sans lui, notre richesse culturelle, de nombreux festivals, concerts, manifestations, installations artistiques seraient rendues impossibles. De plus, selon le rapport conjoint des ministères de la Culture et de l'Économie, la culture contribue à hauteur de 57,8 milliards d'euros au PIB et les entreprises culturelles emploient à elles seules 670 000 personnes en France. Les personnes bénéficiant de ce régime sont touchées par une précarité importante. En 2011, un artiste conclut en moyenne 15 contrats par an avec une durée moyenne de 3 jours par contrat. C'est donc à raison, Madame la Ministre, que vous défendez le maintien d'un régime spécifique d'assurance chômage au sein de la solidarité interprofessionnelle, que la Cour des comptes dit être souhaitable. Ce régime ne coûte pas 1 milliard d'euros, puisque selon l'UNEDIC, le surcoût des annexes 8 et 10 par rapport au régime général est de 320 millions d'euros. Le régime de l'intermittence du spectacle n'est donc pas responsable du déficit de l'UNEDIC. Plutôt que de réintégrer maladroitement le régime des agents et techniciens de l'audiovisuel et des artistes du spectacle vivant dans le régime commun, améliorons le statut, et ce en suivant notamment les recommandations du rapport de Jean-Patrick Gille, parmi lesquelles nous trouvons la proposition de plafonnement du cumul mensuel rémunération plus indemnisation à 4 000 €, ce qui ferait déjà une économie de 32 millions, le déplafonnement des cotisations chômage, ou encore la lutte contre la permittence, notamment dans le secteur du cinéma et de l'audiovisuel, avec une obligation de proposer un CDI à chaque salarié qui travaille plus de 600 heures et une requalification automatique en CDI à partir de 900 heures. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Hervé Féron. Le régime des annexes 8 et 10, le régime qu'on appelle des intermittents, permet effectivement aux artistes et aux techniciens du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel, qui ont par nature des métiers plus précaires que d'autres, de pouvoir bénéficier d'indemnisation du chômage qui soit adaptée à l'extrême précarité de leur métier. C'est pour cela que le gouvernement, qu'avec Michel Sapin, nous l'avons fortement rappelé, le gouvernement est extrêmement attaché au maintien de ces annexes 8 et 10, du principe d'indemnisation spécifique pour des métiers qui sont spécifiques. Ces métiers, vous l'avez dit, se sont encore précarisés au cours des dernières années. Ils se sont même paupérisés, et notamment pour les femmes. Il faut donc examiner aujourd'hui les propositions qui ont été faites par la mission parlementaire qui était présidée par Jean-Patrick Gille, qui a fait une analyse tout à fait remarquable et qui a été adoptée à l'unanimité de la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Ces propositions, il y a aussi des propositions qui sont mises sur la table aujourd'hui par les organisations
professionnels du spectacle vivant, c'est-à-dire en fait ceux qui connaissent la réalité de ces métiers. Ce sont les employeurs du spectacle vivant et ce n'est pas le MEDEF qui, lui, se cantonne à des positions caricaturales jusqu'à présent et tout à fait scandaleuses. Les propositions, elles doivent donc être examinées par les partenaires sociaux puisque cette discussion, elle relève des partenaires sociaux. Pour nous, pour le gouvernement, nous l'avons dit, nous ne laisserons jamais détruire la spécificité de ces annexes 8 et 10. Maintenant, c'est aux partenaires sociaux de négocier de ces modalités pour, encore une fois, la vie culturelle et artistique sur l'ensemble de nos territoires. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Maurice Leroy. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, le groupe UDI, pour la dernière question de cette dernière séance, a tenu à poser une question de démocratie. Je le dis, c'est une question qui aurait pu être posée par nos collègues radicaux de gauche, par nos collègues communistes ou par nos collègues écologistes. Ma question ne s'adresse pas. Ma question ne s'adresse pas au Premier ministre. Ma question s'adresse au meilleur ouvrier de France en charge du tripatouillage et du charcutage des cantons. Pour masquer votre tripatouillage, vous vous servez de la démographie et de la parité. S'il vous plaît. Or, vous êtes bien moins nombreux, donc justifiez-vous vous faites moins de bruit, s'il vous qu'avec plaît. 10 000 habitants de moins, le Cher aura 4 cantons de plus que le Loir-et-Cher? Comment justifiez-vous qu'avec 160 000... Eh, mes seigneurs, Monsieur ça vous Thévenot. gêne s'il y a juste un peu d'opposition de temps en temps dans cet hémicycle? Monsieur Vous le dites. Gibraillel. Vous le dites. Ça va. Je disais donc que le Lot, avec 160 000 habitants de moins, aura 2 cantons de plus que le Loir-et-Cher. Et je pourrais citer tant d'autres exemples d'inégalité du suffrage entre les départements. Si votre objectif réel avait été la parité, alors, oui, on va en parler, eh bien c'est simple, vous qui dites oui, il suffisait de faire un mode de scrutin par liste au mode proportionnel, majoritaire, comme dans les régions. Et alors là, vous n'auriez pas été suspect de charcutage et de tripatouillage. Mais votre principe, un bon principe, la parité, ne peut pas masquer un mauvais coup, la PS-arité. C'est un désaveu cinglant. Merci de vous reconnaître. 54 conseils généraux viennent de rejeter votre charcutage et votre tripatouillage. Merci. Monsieur le meilleur ouvrier de France, du charcutage et du Monsieur tripatouillage, Leroy. quand Merci. allez-vous entendre... La parole est à Monsieur Manuel Valls, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur Maurice Leroy, je ne vais pas vous parler de votre passé. Qui est absolument honorable. Et je vais uniquement vous dire que le texte de loi qui a été voté par le Parlement, par l'Assemblée nationale, avalisé par le Conseil constitutionnel, vous le rappeliez d'une certaine manière, repose sur 2 principes. Le premier, c'est l'égalité devant le suffrage, et le deuxième, c'est la parité. Dans votre département, par exemple, vous n'y êtes pour rien, mais il y a 7 femmes sur 30. Demain, avec ce scrutin, il y aura 15 femmes, et ça sera ainsi partout, la parité que nous avons voulu. Et nous avons souhaité garder la proximité, d'où le mode de scrutin que nous avons proposé. 57 décrets ont d'ores et déjà été publiés au journal officiel, dont le décret concernant votre département ce matin. Les autres le seront d'ici la fin de la semaine. J'ai cru comprendre qu'il y avait des recours qui allaient être faits massifs. Je vous mets uniquement en garde, mais prendre ainsi en otage, en tout cas essayer de bloquer le Conseil d'État, à mon avis, n'amènera à rien. Nous sommes confiants, nous, parce que nous avons préparé sérieusement
cette loi. Vous pensiez qu'elle allait être censurée par le Conseil constitutionnel, elle ne l'a pas été. Il n'y avait pas eu un tel changement concernant les départements depuis 2 siècles. Nous sommes attachés aux départements, nous sommes attachés à l'égalité devant le suffrage, nous voulions la parité. Accompagnez-nous, rejoignez-nous dans cette révolution démocratique. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Kheira Bouziane. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mon propos s'adresse à Madame la Ministre de la Culture et de la Communication. La première question posée par notre groupe en 2014 portait sur la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, Madame la Ministre, nous voulons terminer cette séquence des questions par une évocation forte de notre mémoire collective et qui ne devrait pas être polémique. Au Mont-Valérien, à l'occasion du 70e anniversaire de l'exécution de 22 résistants du groupe Manouchian, le président de la République a annoncé le prochain transfert au Panthéon de 4 grandes figures de la résistance. Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon et Jean Zay vont rejoindre ce temple républicain qui permet à notre nation d'exprimer gratitude et reconnaissance à ses enfants. Ces enfants qui, par leurs engagements, leur combat et leur courage, ont œuvré à la grandeur de la France. Ces femmes et ces hommes qui, au péril de leur vie, ont fait le choix de la liberté, ont pleinement leur place au Panthéon. Cette annonce, Madame la Ministre, permet également de mettre en évidence le rôle des femmes durant cette page de notre histoire et la reconnaissance qui leur est due. La résistance est au cœur de notre récit national. Elle rassemble aujourd'hui tous les républicains, mais au-delà, elle est devenue la composante centrale de notre histoire commune et de notre identité. Oui, même au cœur des plus grandes difficultés, il est important de rappeler aux jeunes et aux moins jeunes parfois les valeurs qui fondent notre République. Il faut croire en la France, en la grandeur de son projet et en la ténacité de son peuple qui a toujours su se relever face aux épreuves. Je vous remercie. Merci Madame Bouziane. La parole est à Madame Aurélie Philippiti, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Madame la députée Kheira Bouziane, le Président de la République, vendredi dernier au Mont-Valérien, rendait hommage aux victimes de la barbarie nazie, mais aussi à cet esprit de résistance qui a permis à un certain nombre d'entre eux de se lever et de dire non, non à l'oppression, et de dire oui à la République et à ses valeurs. À travers le groupe Manouchian, ces 22 personnes qui ont été fusillées au Mont-Valérien, plus les 3 lycéens de Saint-Brieuc, sans oublier cette jeune femme qui, elle, a été décapitée un peu plus tard en Allemagne dans un camp. À travers cette évocation, il rendait hommage à ceux qui se sont battus pour la France, y compris lorsqu'ils n'étaient pas français, puisque le groupe Manouchian, c'était les FTP Moy, c'était ces noms étrangers, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, comme disait Aragon. Il a aussi saisi cette occasion pour annoncer le transfert au Panthéon de 4 personnalités de la résistance, parce que la résistance était une histoire collective et ça a été une réussite collective. Ces 4 personnalités, ce sont 2 femmes qui ont connu ensemble la résistance à travers le mouvement du Musée de l'Homme, Geneviève de Gaulle-Antonios, Germaine Tillon, 2 hommes, Jean Zay, ministre des Beaux-Arts et de l'Éducation nationale, arrêté, torturé, puis exécuté par la milice en 1944, et Pierre Brossolette, journaliste intellectuel, qui lui aussi faisait partie du groupe du Musée de l'Homme et qui a préféré se jeter par une fenêtre plutôt que de prendre le risque de parler alors qu'il était arrêté et mis en prison. Ces 4 figures de la résistance, ce sont 4 magnifiques figures de la République. D'abord, vous l'avez dit, parce qu'il fallait rendre hommage aux femmes, à ces ombres de l'armée des ombres, en quelque sorte, dont le rôle a trop souvent été oublié. Cette fois, les femmes ne seront plus dans les oubliettes de l'histoire. Et puis, il fallait aussi rendre hommage à ce courage d'hommes ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires, comme le soulignait Régis Debray. Leurs dépouilles seront donc transférées au Panthéon le 27 mai 2015, le jour de la journée nationale de la résistance,
Le Panthéon, ce n'est pas un mausolée, comme l'a dit le président de la République. C'est un lieu d'éducation, un lieu de culture, un lieu de citoyenneté pour, à travers l'évocation de notre histoire commune, nous projeter aussi dans l'avenir et nous en montrer dignes. Merci Madame la Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.